Bonjour à tous, à cette troisième journée déjà de Fil-Foi. Donc, comme vous avez vu sur le programme, je vais présenter rapidement ce qui s'est passé au cours de l'année, et puis également ce qui reste à faire. Et ensuite, les responsables des centres de référence coordinateurs feront un petit point sur leur nouveau périmètre, ce qui s'est changé au niveau de ce qui a changé au cours de leur réseau. Donc, les événements clés de l'année, c'est bien sûr cette deuxième campagne de labellisation, donc des centres de référence et des centres de compétences. Et en gros, à l'échelon de tous les réseaux, eh bien, le nombre de centres de référence coordonnateurs a plutôt diminué et le nombre de centres références constitutifs a plutôt augmenté, mais ça on vous en reparlera tout à l'heure. Et en termes de centres de compétences, donc vous voyez, on a un grand nombre, mais en fait il y a certains sites qui sont centres de compétences, même la plupart pour plusieurs maladies, parce qu'avant, curieusement, on n'avait jamais eu de vrai recensement du nombre de centres de compétences. Il y avait eu des auto-désignations un peu cavalières. L'autre point, c'est en termes de financement. Donc l'enveloppe globale semble rester stable, mais a été mieux définie, une part fixe et une part variable qui est dépendant de l'activité des centres, et en particulier basée sur le fameux rapport pyramide. Et là, je parle bien sûr, et malheureusement, que du financement des centres de référence, qu'ils soient coordinateurs ou constitutifs, et les centres de compétences. Donc c'est un sujet qui revient régulièrement. On parle de consultation valorisée, mais pour le moment, il n'y a rien de bien décidé. Et puis, on se dirige vers un troisième plan national maladies rares. En fait, il devait même sortir cet été. Et c'est vrai qu'il y a peu de communication de la part du gouvernement sur ce plan. On nous dit oui, il y en aura un, et il y a une feuille de route qui est préparée par Xavier Jeannemaître et Sylvie Audan de Rennes, qui sont d'ailleurs deux généticiens, et on devrait avoir bientôt des nouvelles. Alors, pour la filière, eh bien, les objectifs et les missions restent les mêmes, là en beau langage politiquement correct, mais donc avec les quatre grands axes: la prise en charge des patients, les activités de recherche. Ça, c'est important, Vous savez maintenant, en termes de maladies rares, il y a non seulement le ministère de la Santé, mais également le ministère de la Recherche qui est associé, l'enseignement et la formation, et puis diffuser l'information. Alors, après donc, cette nouvelle labellisation, nous, Fil-Foi, donc on est toujours les trois réseaux, mais les principaux changements, là, les détails seront donnés. C'est le changement de périmètre, enfin l'extension du périmètre pour le centre Atrésie des Wabilières, qui maintenant aussi a officiellement les cholestases génétiques, avec toujours comme centre coordonnateur Bicêtre, et deux centres constitutifs. Les maladies vasculaires du foie, donc bien sûr toujours Beaujon avec un centre constitutif Bicêtre, et les maladies inflammatoires des Wabilières,
qui maintenant s'occupe des hépatites auto-immunes, donc extension du périmètre, donc à Saint-Antoine, avec 3 centres constitutifs. Donc en gros, il y a plus de centres constitutifs et un peu moins parisiens, donc ce qui est bien, mais les responsables des 3 centres coordinateurs vous donneront un peu plus de détails tout à l'heure. Alors, donc ça c'est post-labellisation, et puis vous connaissez aussi, ça je passe très rapidement, que dans la filière donc associée, il y a les laboratoires, les principaux laboratoires de génétique et les laboratoires ayant une forte activité de recherche sur les maladies du foie. Et puis bien sûr, nos trois chères sociétés savantes, enfin ou groupes francophones, dont bien sûr la FEF. Et en termes d'association de patients, eh bien, toujours les maladies du foie de l'enfant, les maladies vasculaires du foie, ALBI, et là, vous voyez, il y a un nouveau petit sigle, c'est l'association des déficitaires en alpha-1 antitrypsine, qui est officiellement maintenant une maladie de la filière. Alors, nous, en termes vraiment organisation, donc là, oui, ça fait un peu slogan publicitaire, mais c'est vrai, on s'est étoffé, on s'est embelli, si j'ose dire même. Donc, l'équipe de permanents, il y a bien sûr toujours Virginie, Nelly Guittard qui nous parlera de la recherche cet après-midi, Émilie qui est chargée de l'axe 1 sur lequel je reviendrai, et puis Astrid qui intervient notamment au niveau de la BNDMR. Donc il y a ce comité directeur, donc ça classique, mais c'est vrai qu'avec les relabellisations, il faut sans doute qu'on renouvelle sa composition, et ça va être fait dans les semaines, enfin en fin d'année ou début de l'année prochaine. Également un comité scientifique constitué de médecins, chercheurs et généticiens. On vous donnera les noms tout à l'heure, mais qui, sans doute, après ces mouvements de relabellisation, va être à renouveler, qui se réunit tous les 3 mois, et puis bien sûr qui interagit avec des groupes de travail, comme le référentiel de transition, les liens avec les associations, et qui réfléchit sur les projets sciences humaines et sociales. Alors là, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous détailler absolument tout, mais vous donner donc sur les grands axes qui nous ont été indiqués. Donc là, la prise en charge. Alors là, il y a un élément très important, le ministère y tient beaucoup, c'est la fameuse Banque nationale de données maladies rares, BND-DMR pour les intimes, donc qui a une vocation épidémiologique, et le but c'est donc de collecter un set de données homogènes pour chaque patient avec à terme un identifiant unique pour chaque patient. Donc c'est un intérêt, oui, évident en termes de réelle appréciation des files actives et du suivi. Alors ce set de données minimum, il peut paraître impressionnant, mais en fait on peut assez vite, on l'a testé, le remplir. Il y a alors des données pas passionnantes mais nécessaires administratives, des données simples de prise en charge, de l'activité de soins, le diagnostic quand même, des choses vraiment basiques sur l'histoire de la maladie, notamment la date du diagnostic, et éventuellement recherche et traitement. Et alors comment ce SDM, c'est-à-dire le set de données minimum, va être recueilli? Et là, hein, c'est pas seulement au niveau des centres de référence, c'est au niveau des centres de compétences également, donc c'est vraiment à l'échelon national. Et bien là, c'est où intervient le fameux logiciel Bamara, donc qui va alimenter la BNDMR. Alors idéalement, dans les dossiers médicaux informatisés,
il y aura à terme un onglet maladie rare. Donc l'idéal, ça aurait été de connecter directement, mais il y a encore une grande hétérogénéité au niveau des dossiers locaux et des données recueillies dans cet onglet maladies rares. Donc le ministère nous a donné comme instruction de travailler sur Bamara. Et vous savez qu'il y a un gros effort de déploiement actuellement. Et que va faire Filfoy à ce niveau? C'est l'ouverture des centres, donc en lien avec les départements informatiques de chaque hôpital, intervient dans la formation et le recueil. Et vous savez qu'un peu de haute lutte, on a obtenu que des techs soient déployés. Et le recrutement, je vous passe les affreux détails sur les conventions, la complexité des choses, mais on y arrive. Donc déployer, vous savez, donc il y en a 5. Lyon, ça y est, il a commencé. Rouen, ça va commencer. Rennes aussi. Toulouse, donc en janvier, et Paris, puisque c'est encore plus complexe qu'ailleurs, puisque maintenant il y a des centres de compétences maintenant sur Paris, alors qu'avant c'était un peu idiot, mais où il y avait un centre de référence, il ne pouvait pas y avoir un centre de compétences dans la même ville, va être déployé. Donc ça c'est la filière, mais bien sûr les centres. Alors que doivent faire les centres? D'une part, afficher notamment au niveau de la consultation la note d'information informant que va y avoir ce recueil de données. Donc c'est vraiment une procédure légère, hein. Il faut que le malade soit informé et l'ait lu. Il n'y a pas de recueil de signatures. C'est vraiment une procédure, mais qui semble tout à fait légale. Et puis, il faut que chacun des médecins du centre ouvre son compte Bamara. C'est pas infernal. Et puis, bien sûr, quand le TEC vient, il faut que la liste, en tout cas des malades ayant la maladie rare, lui soit fournie, parce que il faut qu'il puisse travailler, bien sûr, sur les dossiers. Alors, ensuite, donc ça, Bamara, BNDMR, gros échelon. Sur les référentiels et les recommandations, donc vous savez qu'il y a déjà été produit avec Dominique Debray comme coordinatrice un référentiel de recommandation qui est disponible sur le site. Et puis là, c'est une mission, hein, des filières et des centres, les fameux PNDS. Alors là, les maladies vasculaires du foie sont proches du but grâce à un gros travail, mais on verra au printemps. L'atrésie des voies biliaires, eh ben, c'est en cours. Et là aussi, on espère qu'en 2018, il y aura le document final. Et pour la CBP, eh bien, on commence en début d'année prochaine. Là aussi, le ministère insiste sur ces fameux PNDS. Alors, les actions médico-sociales, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, sous la stimulation, si j'ose dire, de la Fondation Maladies Rares, il y a un appel à projet en sciences humaines et sociales qui était lancé. Donc, Filfoy a essayé d'analyser les besoins avec des entretiens avec les centres, a fait des enquêtes patients, et on vient de le recueillir, et on a été agréablement surpris, notamment du côté des enfants, par un retour élevé. Et on va analyser ça. Et puis, il y a un groupe de travail qui choisira le projet avec une réunion déjà prévue en janvier pour déposer une lettre d'intention en avril. Et bien sûr, ça se fait en association étroite avec les associations de patients. Et puis, il y a aussi toujours dans ce type d'action des rencontres régionales maladies rares là, qui réunissent acteurs médicaux et paramédicaux. Donc, c'est des thèmes d'intérêt national, mais qui se passent dans différentes villes de France. Par exemple, la prochaine, c'est à Strasbourg. Et là, notamment, il y aura un atelier transition auquel
participera Fil-Foi avec Dominique Debray et d'autres filières. Et puis il y a un travail dit d'infographie sur le parcours du patient, donc ça c'est interfilière. Et ça sera mis à disposition sur les sites web des différentes associations et fondations pour la recherche pour les maladies rares. Et Fil-Foi intervient sur le thème travail, vie quotidienne et aidant. Et puis, en termes de transition enfant-adulte, donc on a vu il y a déjà un référentiel, mais aussi, à nouveau, le but, c'est pas que chaque filière réinvente le fil à couper le beurre et profite de l'expérience des autres. Donc, il y a une transition, un travail, des groupes interfilières avec comme objectif donc l'identification. Et ça peut être, je pense, intéressant, la mise en place d'une application mobile. Alors, les annuaires et programmes ETP, donc ils sont, donc là il y a eu également un gros travail et ils sont disponibles sur le site. Et également à destination des parents, des patients, va être mis en place une carte urgence selon les souhaits de chaque centre coordinateur. Alors, la recherche, eh bien, élément très important, mais ça, vous savez, on va surtout en parler cet après-midi et Nelly fera une présentation initiale sur l'activité de Fil-Foi dans ce domaine. Sur l'enseignement, donc il y a un catalogue des formations qui est disponible à nouveau sur le site, et puis une médiathèque donc, qui a collecté beaucoup de documents. En termes de communication, bien sûr, il y a le site web, et je crois vraiment qu'il est de qualité, qu'il y a beaucoup d'informations, et ça c'est grâce au travail vraiment acharné de toute l'équipe de Fil-Foi. Je crois qu'il faut l'utiliser très facilement. Il y a les newsletters trimestriels, donc je suis sûr que ça illumine votre journée chaque 3 mois quand vous la recevez. Et puis il y a les réseaux sociaux, nous sommes modernes. Donc nous avons maintenant, en particulier, nous sommes sur Facebook. Et puis alors, il y a bien sûr l'Europe, hein, donc le RN qui s'appelle Rare Leader, donc c'est le réseau européen pour les maladies rares du foie. Le coordinateur est un Anglais de Newcastle, Dave Jones, qui est spécialiste de la CVP. Donc avec le Brexit, on ne sait pas trop ce que ça... mais c'est lui le coordonnateur. Donc vous savez que, initialement en tout cas, pour le moment, seuls les 3 centres coordinateurs ont pu postuler pour faire partie de l'ERN. Donc nous sommes membres de l'ERN. Mais il y aura un nouvel appel en 2018 auxquels pourront officiellement participer les centres constitutifs. Donc là, il y a... alors la gouvernance de cette ERN est encore un peu floue, j'avoue. Il y a des pilars, enfin des axes, maladie auto-immune du foie, qui est assez active, des maladies plus pédiatriques, métaboliques, atrésie des voies biliaires et autres maladies, et puis un pilar dit maladie structurale qui comprend notamment les maladies vasculaires du foie. Et il va y avoir une réunion de tout ce beau monde, on va se réunir à Amsterdam en février. Et vous pouvez aller sur le site. Donc, les perspectives, si on reprend là, c'est sur les grands axes. Donc, on aimerait développer des projets spécifiques pour la transition, essayer d'aider à la structuration du réseau des laboratoires de
de génétique, d'un logiciel de RCP, mais alors là ça passe, c'est en interfilière, la route est encore longue. Les activités de recherche très importantes, donc on en parle cet après-midi. En termes d'enseignement et formation, on réfléchit fort à la mise en place de DU ou DIU, notamment sur les maladies auto-immunes du foie, et puis toujours diffuser l'information. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Donc, vous voyez nos bobines, vous voyez que je suis bien entouré et je suis surtout beaucoup aidé par... c'est une équipe jeune et dynamique et vraiment, je les remercie très sincèrement.